c'est quand même partir dans un monde, dans un inconnu qui peut faire peur. Impliqués, je pense que les collaborateurs sont toujours impliqués. Ce que l'on recherche avec ce cadre, c'est leur donner plus d'autonomie. Déjà, le fait de pouvoir construire des solutions avec plusieurs équipes qui ont besoin de se synchroniser en même temps. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde sur l'agilité à l'échelle. Agilité à l'échelle qui fait partie des nouveaux modes d'organisation, qui permet de faire travailler des équipes agiles ensemble et plutôt utilisé par des entreprises, on va dire à partir de 50 personnes pour une question de taille d'exécution de l'agilité à l'échelle. Dans des récentes études, notamment une publiée par Michel Levasselot de Pôle emploi, que je salue au passage puisque je sais qu'il regarde, on a en statistique de 2018 à 2023, on est passé de 38 entreprises exécutant pleinement l'agilité à l'échelle à 109 aujourd'hui. Et donc, en gros, on a 470 trains, j'essaie de ne pas marcher sur le câble, 470 trains qui roulent en France. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas la SNCF dans cette table ronde, il faudra leur dire. 470 trains d'agilité à l'échelle qui tournent. Et l'objectif de cette table ronde, ce sera d'en discuter, d'autant plus que toujours statistiquement, le top 5 des entreprises, des secteurs d'activité qui utilisent l'agilité à l'échelle, on y retrouve les banques, l'administration, les services ou encore l'énergie. Donc voilà, je pense qu'on a un bout de panel du top 5 aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par présenter nos intervenants aujourd'hui. Donc, Jérôme Daubuisson de l'URSSAF Caisse Nationale. Alors, peut-être explique-nous en quelques mots. Bon, alors, pour présenter rapidement, alors on va déjà commencer par URSSAF Caisse Nationale. Donc, c'est une administration, ça vous devez le savoir. C'est à peu près l'objectif de cette administration, c'est collecter les charges sociales. Ça représente à peu près 500 milliards d'euros par an, à peu près en termes de collecte. Et le deuxième objectif, c'est verser ces montants-là, on l'appelle un peu la banque de la sécurité sociale, c'est verser ces montants-là à des organismes prestataires. Et ça représente à peu près 900 organismes prestataires qui reçoivent ces fonds-là. Donc c'est un des maillons importants du financement de notre modèle social français. Voilà. Mon job, je suis directeur des études et développement, donc au sein de la DSI de l'URSSAF Caisse Nationale. La DSI de l'URSSAF Caisse Nationale, c'est à peu près 1100 collaborateurs. Et la direction des études et développement, c'est un peu plus de 300 collaborateurs, un achat de 600 prestations. Et on intervient dans plein de domaines, donc qui sont, je dirais, aussi bien du big data, de l'intelligence artificielle, du CRM, que sur ce qu'on appelle le legacy chez nous, c'est-à-dire la gestion des comptes, la gestion administrative. Voilà. Et je passe un petit message, parce qu'on est quand même un grand recruteur, y compris sur la région Occitanie, puisqu'on a plus de 200 postes qui sont ouverts en termes de recrutement en ce moment sur notre site. Voilà Yannick. Super site d'ailleurs du côté des Argoulets, si je ne me trompe pas. Pas loin, ouais, à côté de Balma, ouais. Pas loin. Alors du coup, pour l'URSSAF Caisse Nationale, quelle est l'expérience en fait, où vous en êtes quelque part sur l'agilité à l'échelle ? Alors, on va dire que pour l'URSSAF Caisse Nationale, donc j'essaie de vous dresser, c'est quand même un gros mastodonte en termes d'informatique, avec un legacy, c'est-à-dire un système historique assez important. On avait un programme de refonte qui s'appelle la gestion administrative, sur lequel on avait, alors je vais le dire avec mes mots, on avait du mal à traverser la rivière. On avait plutôt tendance à être à milieu de rivière, à revenir, à trouver une autre solution. Donc on est passé sur une agilité à l'échelle sur la recommandation de ma directrice de programme qui est Marie Coulet, pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Donc ça avance bien, on a nos premières MEP qui sont arrivées sur des populations comme les artistes-auteurs. On est en train de terminer la partie indépendant pour la population des indépendants. Chaque PI, c'est à peu près 100 collaborateurs qui sont mis en place, qui rentrent et qui créent un collectif. Donc c'est quelque chose qui marche, donc ça c'est quelque chose à dire. Et peut-être qu'un des points importants, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Donc un des points importants, c'est l'alignement de la capacité budgétaire avec les besoins et la valeur du métier. C'est le fait de créer un collectif, et l'agilité à l'échelle marche très très bien pour créer un collectif, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont maintenant motivées. C'est un facteur de recrutement, c'est-à-dire que ça nous permet d'attirer des gens qui ne viendraient peut-être pas sur du développement COBOL en cycle en V.
Et après, pour nous, ça nous a permis aussi d'avoir une méthodologie, un framework safe. Donc, on parlera peut-être un peu sur l'agilité à l'échelle, l'utilisation d'un framework safe qui permet aussi d'industrialiser les pratiques et donc, je dirais, de clarifier les rôles et la gouvernance associée, tout ce qui est rituel. Et je le dis toujours, j'ai les PI planning et j'ai par exemple le vote de confiance qui est toutes les équipes qui disent est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on y arrive, est-ce que pour ce coup et ce planning on y arrive. Voilà Yannick. Est-ce qu'on peut dire que finalement ce cadre permet aux collaborateurs d'être finalement plus impliqués? Je parlais de vote de confiance. Alors, impliqués, je pense que les collaborateurs sont toujours impliqués. Ce que l'on recherche avec ce cadre, c'est leur donner plus d'autonomie. C'est, j'allais dire, que le management ou les lignes hiérarchiques se mettent au service de l'équipe et non pas qu'ils attendent tout, je dirais, différentes lignes de management. Donc, le fait de renverser, de redonner de l'autonomie, qu'ils trouvent des solutions à des difficultés qu'on partage. Donc oui, il y a une implication, il y a surtout la création d'un collectif. Donc il y a une implication, mais je ne veux pas dire que dans les cycles en V, les gens ne sont pas impliqués. C'est que la méthode agile, pour moi, redonne de l'autonomie aux équipes. Et les nouvelles générations, du coup, je pense, sont friandes de ce type d'organisation. Alors, je vais me tourner vers Marie-Bénédicte Blanc, société IMSA. Donc en quelques mots, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que c'est IMSA ? Oui, surtout toi Yannick. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc IMSA, c'est la DSI de la Mutualité Sociale Agricole, donc le régime de sécurité sociale obligatoire pour les agriculteurs. Cette DSI est à peu près de 1000 personnes réparties sur tout le territoire français avec 2 gros sites géographiques principaux, à Montauban près de Toulouse et puis à Avelin près de Lille. Et nous aussi, on recrute, donc n'hésitez pas à aller sur notre page. Nous, on a une particularité, c'est qu'en fait, on sert l'intégralité des branches de la sécurité sociale, donc la retraite, la famille, la santé, la sécurité au travail, ce qui offre un panel non seulement technique, mais aussi un panel de métiers extrêmement vaste, avec des technologies qui sont encore parfois en AX, COBOL, mais de plus en plus sur des choses comme le cloud natif, le Flutter, l'Angular, donc une très très grande variété d'activités. Eh bien merci, on y voit de suite plus clair. Et alors, Jérôme a parlé un peu de ce que ça amène un petit peu cette agilité à l'échelle. Alors, d'après toi, quelles sont les clés de succès finalement de la mise en place de cette Alors, les clés de succès, j'ai envie de dire, c'est surtout les motivations. Alors, pourquoi on y va Souvent, on est porté par une urgence du changement qui peut être business, avec l'importance de remettre l'utilisateur au centre, avec l'urgence, ce qu'on appelle le time to market, donc livrer de plus en plus vite des solutions de plus en plus conformes à ce qui est attendu par nos utilisateurs, et puis avec le besoin en effet de s'ouvrir par rapport au talent ou par rapport à des nouvelles pratiques de travail qui sont de plus en plus attendues par les utilisateurs. Les clés de succès, j'avais déjà oublié la question, pardon. Il n'y a pas de problème. Les clés de succès sont aussi l'ouverture vers les autres. Dans le sens, on a évoqué Michel Levaselot tout à l'heure, et moi aussi je le salue parce que c'est vrai que pour basculer, c'est quand même partir dans un monde, dans un inconnu qui peut faire peur. Or, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont déjà basculé et qui sont souvent très ouvertes à faire des retours d'expérience. On est là aujourd'hui, on se connaît, on a déjà eu l'occasion de se croiser dans d'autres séquences. Et je pense que quand on hésite, c'est très très important d'oser aller chercher les autres, savoir comment ils ont fait, qu'est-ce qui a marché, quelles ont été les difficultés rencontrées. Donc, on avait vu la DGFiP, la Banque Postale, voilà, on se voit régulièrement entre cousins de la protection sociale. Donc, c'est aussi une forte clé de succès. Et d'ailleurs, donc dans la commission décideurs informatiques à la Mêlée, on était même allé découvrir un peu ce qui se passait chez BPCE. On y reviendra tout à l'heure. Je continue quand même sur les clés de succès. Mais oui, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Il faut un sponsor. Voilà, il faut un sponsor qui y croit, qui est impliqué. Alors, dans les premières réunions que je faisais autour de l'agilité, ça me faisait très peur. Parce que je me dis, mais comment font les entreprises qui n'ont pas de sponsor ? Parce que ça peut arriver. Ça n'a pas été notre cas, à nous, heureusement. Mais en fait, on revient sur la deuxième clé qui est d'aller voir les autres pour convaincre. Et donc, l'importance du sponsor qui y croit, qui va porter, qui va communiquer auprès de ses équipes, mais aussi auprès de la gouvernance pour justifier les moyens qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir réussir à faire cette transformation importante.
Et puis le dernier clé de succès, c'est l'accompagnement. C'est pas magique. On dit en safe qu'il n'y a rien de magique, sauf le PI planning peut-être, mais une transformation, c'est jamais magique. Et c'est vrai qu'il faut un accompagnement engagé à différents niveaux, que ça soit de la formation, du coaching, mais aussi une certaine tolérance de la gouvernance pour l'inertie que ça peut amener avant d'en recueillir tous les fruits. Eh bien, merci. J'espère que ça donnera justement quelques clés à l'assistance et à ceux qui nous regardent à distance. Je me tourne vers Frédéric Guillepot de la société BPCE SI. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que BPCE SI? Parce que nous, souvent, on nous parle de BPCE IT, mais c'est pas pareil, je pense. C'est nos cousins ou nos frères, mais on n'est pas exactement pareil. Alors déjà, je vais commencer par saluer Michel, puisque c'est une obligation et je le fais bien volontiers parce qu'il nous apporte toujours beaucoup au niveau de la communauté Safe France. Alors, BPCE SI, c'est quoi? Déjà, BPCE, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est l'un des plus grands groupes bancaires français, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, et d'autres marques, Crédit Coopératif, Banque Palatine, je ne vous fais pas toute la liste, je ne la connais pas par cœur. À l'intérieur, BPCE Solutions Informatiques, c'est une toute jeune entreprise, puisqu'on a été créé il y a 1 an et demi maintenant, quasiment jour pour jour, qui regroupe en fait toute l'édition logicielle pour toute la partie retail du groupe, donc pour les banques de détail, de proximité. C'est une assez grosse entité puisqu'on est maintenant 2600 collaborateurs, 4500 avec nos prestataires et évidemment on recrute dans toute la France, on a des sites absolument partout. On a nos cousins effectivement BPCE, eux ils gèrent la production, nos data centers, faire tourner en prod, on est découpé comme ça et évidemment dans une logique DevOps on collabore au quotidien. Oui, parce qu'on parlera tout à l'heure de livraison continue peut-être. Par exemple. Et donc, pour vous, quelles sont les étapes que vous avez dû traverser pour mettre en place l'agilité à l'échelle? Alors, pour se refaire un peu d'histoire et qui va être généraliste, parce que je veux dire, on était fondé il y a 1 an et demi par fusion de la DSI des banques populaires, dont moi je faisais partie, de la DSI des caisses d'épargne et des DSI d'autres entités du groupe, comme BPCE Assurance. On est aussi un groupe assureur important. J'allais oublier de le mentionner. Pour résumer, on a commencé à mettre nos doigts de pied dans l'agilité, déjà. Fin des années 2000, début des années 2010. On a réellement déployé, autour de 2012, on a commencé à déployer Scrum, donc l'agilité au niveau des équipes. Ça nous a apporté beaucoup. On parlait d'autonomie des équipes, on y a gagné. On y a gagné même de manière purement, j'allais dire, financière, productivité, parce que ça nous a permis de diminuer notamment les charges de pilotage. On a des suivis d'entreprise, des abats qui nous permettent de dire qu'on a réellement gagné en durée de projet, en charge de projet, parce que moins de besoin de pilotage, moins besoin de recettes aussi, parce que des équipes qui étaient plus autonomes pour faire de bout en bout, donc on gagnait en efficacité. Et pour autant, pas mal de frustration, parce que Scrum propose un modèle où l'équipe doit être autonome pour tout faire de bout en bout. À l'échelle de nos systèmes d'information, c'est très compliqué, voire illusoire. Et du coup, on sentait qu'on avait besoin d'aller plus loin. On a essayé des choses et d'autres, et puis c'est en 2018 que, dans le cadre de l'accélération digitale du groupe, a été décidé le lancement de nos premiers trains safe. J'ai eu la chance d'être le premier RTE à l'époque, où on est allé chercher un modèle sur le marché, et là pour moi on a vraiment franchi un cap, découvert avec un modèle qui était assez complet. Déjà le fait de pouvoir construire des solutions avec plusieurs équipes qui ont besoin de se synchroniser en même temps. Quand on a commencé à construire des parcours de crédit immobilier en ligne, qui doit fonctionner aussi bien sur le SI des banques populaires que sur le SI des caisses d'épargne, vous n'avez pas une équipe qui arrive à faire ça toute seule. C'est forcément plusieurs équipes. Et rentrer dans des mécanismes de collaboration comme le PI Planning, qui reste un événement totalement magique, et le vote de confiance à la fin, je partage à 100%. Mais aussi de rentrer dans une démarche incrémentale où tous les 3 mois on sort des choses. Et là, pour les équipes comme pour le métier, ça a énormément changé la donne. Parce qu'on sortait du pur mode projet, on vous a promis ça, mais un projet chez nous, et à ma connaissance pas que chez nous, de l'idée de départ, on commence à bosser dessus, à cadrer, voir ce qu'il faut faire, jusqu'à c'est dans la main de tous nos utilisateurs, il faut compter 1 an et demi. Donc en gros, on demande un chèque en blanc pour, dans 1 an et demi, espérer que nos métiers, nos banques populaires, nos caisses d'épargne en tirent les bénéfices. Là, on commençait à apporter des choses. En 3 mois, on arrivait à avoir des parcours en place, on arrivait à étendre le périmètre. Et puis maintenant, on est sur un groupe de autour de 25, dans notre entreprise BPCE, environ 25 trains.
de taille, de fonctionnement souvent très différents, parce qu'on ne l'a pas pris comme on met des trains partout, on n'est pas la SNCF, nous non plus. Alors justement, je me permets de te couper, t'en j'espère prie. que ça ne te coupe pas l'élan. Tu as parlé des RTE. RTE, alors est-ce qu'on peut... J'ai utilisé un gros mot, tu as raison de me reprendre. Et non, mais j'ai attendu la fin quand même du truc. Mais RTE, donc Release Train Engineer, peut-être Exactement. quelques mots sur son rôle dans le train et peut-être son rôle, qu'est-ce qu'il impulse? Alors le RTE, ça va être le pilote opérationnel du point de vue IT du train. C'est lui qui va organiser tous les rituels à l'échelle du collectif, mais il doit aussi impulser la démarche, la logique. Un RTE, sur les premiers API planning, il va être au cœur des équipes pour leur dire « Ok, vous avez prévu faire ça dans un an, mais qu'est-ce que vous me sortez dans 3 mois ?» Amener ce changement de posture, ce changement de démarche, ce qui fait que c'est des rôles clés en termes de bien au-delà de mécanique et technique, sur la communication, sur leurs convictions, pour qu'ils puissent emmener tout le monde et aussi construire la relation entre les équipes avec le métier. Parce que ce qu'on a commencé aussi à toucher du doigt lorsqu'on a commencé à faire des trains, c'est sortir du mode projet où le métier passe un bon de commande plus ou moins détaillé, où il dit toujours que c'est extrêmement détaillé, mais à la fin c'est discutable, et on rendez-vous dans 1 an et demi pour voir si ça marche. Vous venez avec nous, mais physiquement dans les PI planning, et on regarde qu'est-ce qui est utile de faire à 3 mois. Donc ça change la relation, ça permet d'avoir beaucoup plus de valeur du coup, parce que le métier est réellement impliqué, ça lui demande par contre plus de boulot au quotidien. Et on lui demande de s'engager du coup, si je comprends bien, puisque s'ils viennent au PI Planning, ça veut dire qu'on va leur demander quelque part de eux aussi faire des choix peut-être. On leur demande de nous dire, voire de nous écrire noir sur blanc, ok, tu veux tout ça pour dans 2 ans, très bien, on a compris la stratégie, déjà donne-la nous. Moi j'ai toujours pris un pied formidable en PI Planning, avoir des développeurs qui commencent à challenger le métier, mais des grands chefs du métier sur mais pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant, c'est quoi la stratégie de qu'est-ce qu'on veut mettre en marché, pourquoi on utilise des trucs sur Google plutôt que sur YouTube ou Facebook ou que sais-je. Cet échange de partage de vision est énorme, mais en plus on va leur demander derrière de dire ok, vous voulez qu'on fasse tout ça, mais pour dans 3 mois, c'est quoi que vous voulez en premier? Et être physiquement dans la même salle pour dire moi j'aimerais bien ça, ça et ça. Ah oui, mais nous on essaye de faire les plans, ça tient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire comme compromis? Qu'est-ce qu'on peut construire? Ça change la relation et ça change la confiance réciproque. Alors, de manière énorme. J'ai entendu aussi tous dans la salle, c'est-à-dire que c'est des PI planning qui sont que en présentiel ou il y en a aussi des hybrides ou virtuels? Eh ben on a évolué, on essayait de faire quasiment que présentiel jusqu'à la fin du premier trimestre de 2020, où, et grâce au rendu à Michel, on faisait... Non mais pour de vrai, là pour le coup, parce qu'on rigole, et j'adore Michel Levasselot, mais grâce à lui, on avait un club des RTE français. Et moi je me souviens, la semaine du confinement, on avait eu un partage d'expérience où je crois que c'est la Banque Postale qui nous avait dit nous on a dû passer en full remote pour le PI Planning, on n'a pas eu le choix, c'était cette semaine. Et ils nous ont partagé comment ils ont fait, comment ils ont organisé avec Teams, ce genre de choses. Ça nous a donné des idées. Évidemment, on est passé en distanciel quand on était confiné, on n'a pas eu le choix, on a réussi à faire. Ça nous a fait progresser sur certains aspects. On revient quand même régulièrement, alors c'est pas forcément 100% des PI Planning sur un train, mais régulièrement on revient en présentiel. La puissance de l'échange quand on est physiquement dans la même salle a juste rien à voir. Donc on essaye de favoriser, mais on a des trains qui font 1 sur 2, en présentiel et en distanciel. Il y en a d'autres, c'est 1 en distanciel parmi 4 dans l'année. Enfin, on apprend, on découvre et puis on ajuste en fonction de ce qui est faisable et de ce qui marche ou pas. Ben merci Frédéric, merci d'être prêté au jeu parce que vous l'avez deviné, toutes les questions ne sont pas prévues au départ. Mais bon, promis, j'ai été prudent sur la nature des questions. Jérôme, du coup, URSSAF Caisse Nationale, donc finalement, quel est le premier bilan que vous tirez de ces... Alors j'ai entendu qu'il y avait quand même un sponsor, une directrice de programme qui vous a aidé à vous lancer. Et là, voilà, quels sont les premiers bilans de cette mise en place de l'agilité? Alors, on va pas essayer de paraphraser. Alors déjà, le premier point qui est le plus important pour un manager et pour une direction, c'est que c'est un programme qui délivre. Enfin, je veux dire, on est dans pas mal d'entités où des fois il y a des retours arrière, il y a du code qui n'a rien servi, sur lesquels on est obligé de retrouver. Donc c'est un programme qui délivre, qui a été mis en production. Et un des endroits où je suis le plus fier, c'est que c'est un non-événement de le mettre en production. C'est-à-dire qu'avec des logiques de type DevOps, on arrive à le mettre en production sans... Enfin voilà, c'est un non-événement. Donc c'est un bonheur, je dirais, pour un manager
d'avoir quelque chose qui est un non-événement et qui délivre, qui nous permet d'avoir une véritable, voilà, d'avoir des preuves. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un des points qui est important. Le deuxième point, je trouve important sur les programmes de type SAFE, c'est que ça nous a permis de faire rentrer peut-être plus facilement des disruptions technologiques. Alors à notre échelle, hein, au monde des startups, c'est peut-être pas pareil, mais on est arrivé à faire rentrer des logiques de microservices par rapport au legacy. Il faut voir quand même qu'on partait d'un socle legacy qui était en COBOL, des briques comme du Camunda pour le BPNM par exemple, des sujets comme des référentiels du données avec du CMARCHI, du cloud sur ces parties-là. Donc ça a été un terreau plus favorable à l'arrivée de nouvelles technologies sur cette partie-là. Un des autres avantages, alors ça fait partie, mais c'est pas que le PI planning. Le PI planning, c'est un cérémonial, c'est un rituel qui permet de le faire. Donc je reviens sur ça. C'est pour moi le fait je dirais, de donner un rôle à chaque personne. Donc on parlait des RTE, les Release Train Engineers, mais on aurait pu parler aussi des product owners, des business analysts. Donc à chaque fois, dans des organisations où des fois les méthodologies de projet ne sont pas tout à fait les mêmes, où il y a des personnes qui ont tous différents rôles. Je veux dire, par exemple, pour la Caisse nationale, j'avais des personnes qui étaient chefs de projet, référents fonctionnels, référents techniques sur des applications plus petites. Ça permet quand même de donner, je dirais, un cadre méthodologique qui est pour moi important. Et en fin de compte, on a parlé aussi, c'est le fait d'attirer les talents ou de garder les talents, aussi bien dans nos collaborateurs que dans les prestations et dans les prestataires que l'on utilise, puisqu'on a quand même des taux d'externalisation et on n'est pas 100% avec des collaborateurs internes. Là, on a des taux de départ qui sont beaucoup plus faibles. Et on a des capacités à intéresser. C'est toujours plus sûr que si je vois des jeunes ingénieurs qui arrivent quand j'ai mes postes en recrutement, je leur dis que je travaille sur du big data, c'est pas mal en termes de techno. Je leur parle sur du safe, c'est quand même plus sexy, si je peux le dire comme ça, que je parle sur du cycle en V, sur des technologies COBOL, ou même sur des technologies Java Angular, mais en cycle en V. Donc ça a été quand même un gros gain. Un autre gain, c'est peut-être le travail avec la MOA. C'est-à-dire qu'avant, sur un cycle en V, on était en mode, on va dire, un peu chambre. La MOA travaillait pendant 6 mois, on développait, on se retrouvait après, et on espérait que ce qu'ils avaient en tête, c'était à peu près ce que l'on a fait. Voilà, donc ça, c'est un mode de développement. Maintenant, on est sur quand même des cycles qui marchent beaucoup plus, sur les équipes sont beaucoup plus impliquées. Par exemple, on n'a pas parlé, mais il y a pas mal sur les PI et sur les incréments de démos de version, de démos d'incréments. Et on a de plus en plus de personnes qui vont aux démos d'incréments et pas que l'équipe programme. Je vais même un exemple, c'est qu'on les présente au plus haut niveau du comité exécutif sur lesquels on montre ce que l'on est capable de faire. Et donc, c'est, j'allais dire, quelque chose qui nous permet de voir il y a de l'avancement, il n'y a pas d'effet tunnel. Voilà, il y a un effet vitrine, en fait. Finalement. Alors, plus qu'un effet vitrine, ça casse l'effet tunnel. Je vais plutôt le dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est plus facile, y compris pour des directeurs exécutifs, de voir qu'il y a un avancement en dehors juste du taux d'avancement qui est, le projet, il passe de 35 à 45, et ainsi de suite. On voit des choses qui commencent à arriver. Rien de mieux pour remplacer un chiffre que de voir l'écran. Statistiquement, on mesure à peu près à 19% les trains qui sont monocytes. Est-ce qu'à l'USRAF Caisse nationale, les gens sont répartis ou Alors, les gens sont répartis sur plusieurs sites. Par contre, en dehors de la période Covid qui nous avait obligés à nous ajuster, pour les PI, on a 2 jours de PI qui sont faits sur un seul site, donc dans la région de Sophia Antipolis, à côté de Nice. Sur lesquels on remet les prestataires, les maîtrises d'ouvrage, les équipes de la production. Donc on en met tout le monde sur un seul site. Donc il y a 2 jours avec 100 personnes qui apprennent à vivre ensemble. Et ce qui est important, c'est aussi... Enfin, je vais donner une petite anecdote. Hein, tu me permettras sur le point. Le dernier a été fait il y a à peu près 1 mois. Quel bonheur de voir, alors qu'il y avait une sorte de petit pot qui avait été fait le soir, quel bonheur de voir les gens à la lumière des phares de la voiture, sur le capot de la voiture avec des dossiers qui étaient en train de travailler à 22h30, en train de se dire oui mais alors ça on peut pas le tester, donc il faudrait que demain on remonte les choses comme ça. Donc on voit un niveau d'implication, tu parlais de niveau d'implication. On leur a pas demandé de monter sur le capot quand même. Non, ils n'étaient pas sur le capot, on peut pas dire qu'ils étaient montés sur le capot, mais on s'aperçoit que ça pousse l'implication sur autre chose. C'est-à-dire c'est vraiment la notion de collectif qui est créée et de relationnel. Je crois que la victoire, effectivement, on a beaucoup parlé dans la relation métier-IT. Il y a aussi une victoire aussi humaine dans cette histoire qui, à un moment donné, un peu pas flotté, mais qui a été
freiné par l'arrivée du Covid et qui, je trouve, en tout cas, pour ce que je peux voir moi autour de moi, où le présentiel revient plus fort que jamais. Alors, Marie-Bénédicte, je t'ai pas oublié. Alors, pour toi, en fait, quels sont les ingrédients, en fait, un peu les ingrédients secrets, tu vois, qui t'ont permis, en fait, qui ont permis à IMSA de réussir sa transformation? Alors, je ne vais pas non plus paraphraser ce qu'ont dit mes camarades, parce que j'adhère à 100% de ce qui a été dit. On a parlé beaucoup de la méthode SAFE. Il y a d'autres méthodes agiles qui existent, mais c'est vrai que le cadre SAFE est très rassurant parce que il y a beaucoup de choses qui sont écrites, décrites. Puisqu'il est l'heure de déjeuner, c'est la recette de cuisine qui va bien. Mais c'est comme la mayonnaise, parce qu'on a eu tous les deux il n'y a pas longtemps une métaphore sur la mayonnaise, et en fait je vais la réutiliser. Donc, donc c'est comme la mayonnaise, on peut avoir tous les bons ingrédients, mais s'il n'y a pas quelque chose qui se passe quand on mélange, là ça ne réussit pas forcément. Et donc je vais dévoiler l'ingrédient secret, je ne sais pas si vous êtes prêts. Et lequel est-il ? Voilà. Et bien en fait c'est la culture, c'est les aspects culturels. C'est finalement changer de culture d'entreprise et de société, j'ai presque envie de dire, puisque en France comme ailleurs, on a à beaucoup d'endroits ce qu'on appelle des cultures pathologiques ou bureaucratiques. On a vécu énormément avec l'implantation des process. Voilà. Je ne vais pas revenir au taylorisme, je vous invite à vous y référer. Et en fait, on voit que pour bénéficier 100% de l'intérêt de l'agilité, il faut aussi évoluer culturellement et partir vers ce qu'on appelle une culture générative, qui est une culture de coopération forte, de décentralisation, de responsabilité partagée, parce qu'on parle beaucoup de responsabilisation. Moi, je tiens à dire qu'il faut aussi donner les moyens aux équipes de se responsabiliser sur ce qu'ils font. Et puis, c'est aussi une culture qui permet les essais. Alors on dit, voilà, les échecs sont autorisés. Moi, je parle d'essais, surtout dans le sud-ouest. Puis en ce moment, c'est la période. Et puis, c'est aussi une culture qui amène à l'innovation, qu'elle soit disruptive ou pas. Et je pense que, évidemment, qu'on a des changements organisationnels, on a des changements de rôle avec ces méthodes agiles. Mais si on met un manager en lui disant, maintenant, tu n'es plus manager d'application, tu es product manager, tu n'es plus responsable de service, tu es product owner, mais qu'en fait, on ne fait pas le lien, qu'on n'inspire pas ce changement culturel, pour dire surtout on quitte un modèle pyramidal pour travailler sur un modèle lean où chacun a sa mission et son rôle, on aura un peu raté la transformation. Donc il faut vraiment cet ingrédient secret. Et je vais aussi piquer une phrase que j'ai entendue récemment que je trouve très intéressante, c'est que l'agilité, ce sont des principes. Donc on parle du manifeste agile, ce sont aussi des pratiques, donc on parle de SAFE, mais c'est essentiellement des comportements. Quoi dire après ça? Bravo. Et donc on parle de comportement, et quand on dit comportement, on dit inspect and adapt en agilité à l'échelle. Et est-ce que alors j'ai découvert récemment en plus que tout le monde n'organise pas des cérémonies d'inspect and adapt, c'est-à-dire que chaque train est censé s'améliorer en roulant. Et il y a une cérémonie qu'on appelle inspect and adapt. Donc est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, même si c'était pas prévu? Alors, je peux même en dire plus que 2 mots, parce que bien sûr c'est une cérémonie d'importance qui permet aux gens de prendre un temps d'introspection, de prise de recul par rapport aux difficultés rencontrées, et c'est essentiel dans une démarche d'amélioration continue pour se dire finalement qu'est-ce qui nous a freiné, qu'est-ce qui a raté. Et j'insiste beaucoup sur la partie introspection, puisque dans les axes aussi de progrès, même par rapport à la méthode, nous avons tous le réflexe de savoir identifier ce qui ne va pas chez l'autre, dans l'autre organisation, dans l'autre, le service dont on avait besoin. Et en fait, l'agilité prône vraiment cette introspection pour se dire, moi dans mes comportements, moi dans ce que je travaille aussi au quotidien, comment je facilite finalement, on va dire, le passage... le delivery, la qualité du produit, est-ce que je vais suffisamment à l'écoute de mes utilisateurs, est-ce que je les vois pour de vrai, ou est-ce que j'imagine à leur place ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est ce temps qui doit être sacralisé au moment de l'inspect et l'adapt. Donc c'est aussi un petit plein d'ingrédients secrets aujourd'hui avec Marie-Bénédicte. Donc ce temps consacré, s'il y a bien une structure avec 25 trains qui dévie, c'est bien BPCE-SI. Est-ce que Frédéric, même si BPCE-SI, tu l'as dit, est une structure assez jeune, est-ce que l'agilité à l'échelle finalement était une évidence?
En tout cas, on s'est posé la question, c'est-à-dire que lorsqu'on a créé BPCE-SI, évidemment avec, alors dans le détail, des collaborateurs qui venaient de 10 entreprises différentes, chacun a son parcours, chacun a son histoire. Alors, on avait commencé à collaborer entre un certain nombre, hein, on se connaissait, on était dans le même groupe, et il y a un certain nombre de sujets, notamment sur le digital, on avait pas mal collaboré ensemble, mais il n'empêche que ça laissait beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que pour commencer à construire une culture commune. Et c'est évidemment quelque chose de fondamental. D'ailleurs, je profite pour remercier IMSA parce que je leur ai piqué des choses sur des questionnaires autour pour évaluer la culture. On vient de le faire tourner chez moi, j'en suis super content. Donc je vais en faire la pub chez moi maintenant. Merci IMSA. C'est aussi toute la force de pouvoir faire des partages inter-entreprises, hein, au passage. On arrive à capter des choses qui nous permettent d'avancer par rapport à là où vous avez avancé avant nous. J'espère que vous nous piquez des choses aussi. En tout cas, vous auriez bien raison. S'il y a des choses à piquer, j'espère un petit peu. Pour revenir sur le sujet, on a donc construit avec notre CDG un nouveau. On a cherché à poser un nouveau, ce qu'on appelle un cadre de référence, donc un modèle opérationnel sur comment l'entreprise allait fonctionner, qui a vraiment été construit en collaboration avec les membres du CDG et dans lequel l'agilité à l'échelle, c'est posé comme une évidence. Déjà, l'agilité au niveau de chaque équipe, un fonctionnement basé sur le mode produit, autre sujet lié à l'agilité, d'avoir des équipes qui sont responsables de faire les évolutions logicielles, mais aussi le traitement des incidents. Et on commence à vraiment en toucher les bénéfices au bout de quelques années dans le volume d'incidents qui a fortement baissé. Mais si on a des équipes qui sont chacune concentrées sur leur appli, à un moment donné, pour faire une solution qui ait du sens pour les utilisateurs, qu'ils soient en agence, qu'ils soient en ligne, il faut faire collaborer tout ce monde-là. Et là-dessus, pour citer les mots de notre DG, il nous a dit arrêtez de tourner autour des mots. On m'a dit qu'il y a un truc qui marche bien, c'est les trains, on s'appuie dessus. Et ça nous a donné ce qu'on avait toujours eu du mal à avoir. On a le droit de dire qu'on utilise Safe. Et moi j'aime dire on pioche dans Safe. On ne dit pas on met des trains partout. On met des trains là où ça a du sens. Voire on pique des choses dans les trains. Moi j'ai même fait ce que j'aime appeler des trains inversés. Des assets qui sont au service de plein de monde et qui fonctionnent en incrément avec des PI planning, mais c'est des gens différents à chaque fois parce qu'on sert des gens différents à chaque fois. Donc on est vraiment dans une logique de réutiliser et c'est ce modèle-là qu'on est en train de déployer. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que chacun a eu sa propre expérience. Donc aller vers une partie commune qui permette de collaborer, parce que si on a mis tous ces gens-là dans la même société, c'est qu'on veut faire des choses ensemble. On veut pouvoir déployer des produits d'assurance faits par les équipes de la DSI historique de BPCE Assurance, mais qui soient vendus dans le poste de travail des chargés de clientèle des banques populaires et des caisses d'épargne, et qui soient vendus en ligne dans les sites web des banques populaires et des caisses d'épargne ou les applis mobiles. Donc faire ce bout en bout, ça demande de collaborer. Et c'est là où on est en train d'apporter en disant qu'est-ce qu'on veut laisser à la main des équipes pour surtout pas faire le grand modèle unique de l'appareil où tout le monde doit s'aligner. On sait que ça ne marchera pas et on ne veut surtout pas aller vers ça. Mais quand même apporter les pratiques de collaboration qui vont nous permettre de gagner la pleine efficacité qu'on allait chercher en fusionnant. En tout cas, cette stratégie à l'échelle, on voit qu'elle vit, elle évolue. Et peut-être une question pour vous trois, comme ça vous mettrez d'accord sur qui répond. Est-ce qu'il y a des étapes, est-ce que dans votre entreprise, il y a des nouveaux trains qui vont se lancer, quelles sont finalement les prochaines étapes? Sans aucune obligation de réponse, il n'y en a pas, ou si elles sont encore gardées secrètes? Moi, je peux commencer. Juste, je voudrais préciser que passer à l'agilité, c'est un apprentissage et que ce n'est pas un apprentissage linéaire. Après, je reviendrai à ta question, mais souvent on a parlé d'indicateurs, on est très observé quand on fait ça. Il faut aussi avoir le recul pour se dire que c'est de la progression humaine aussi, et donc c'est plutôt des franchissements par palier. Donc nous, on est assez fiers chez IMSA parce qu'on a réussi à embarquer toute notre équipe business, notre caisse centrale, nos directions métiers, dans ce qu'on appelle le Lean Portfolio Management. Et nous appliquons, vraiment je le dis avec une très très grande fierté, le modèle de budget participatif. Parce que nous ne sommes pas beaucoup d'entreprises en France à le faire. Et en fait, nous nous mettons, d'ailleurs il y en a un la semaine prochaine, nous nous mettons tous autour de la table pour évoquer les enjeux institutionnels, les enjeux que nous percevons chacun dans nos lignes métiers. Et puis, nous déroulons le process de Lean Portfolio Management et de budget participatif pour nous permettre d'aboutir à quelque chose de consensuel sur les investissements, les volumes d'investissement que nous souhaitons mettre
au regard de nos enjeux, ce qui permet à chacun de les entendre en même temps, donc d'avoir une adhésion, une fédération collective, et sur une institution de plus de 15 000 personnes, c'est important quand finalement tout je vais dire un COMEX, mais c'est encore plus vaste que ça, s'aligne sur là où il souhaite mettre ses moyens. Donc c'est notre étape d'apprentissage en cours. Une prochaine étape sur ce qu'on appelle la LPM, Lean Portfolio Management. Peut-être... alors juste peut-être un petit commentaire. Plutôt que de regarder les prochaines étapes, on essaie déjà aussi de tirer un bilan de ce qui a marché pour essayer de travailler sur des pistes d'amélioration. Alors je vais exprès d'en donner juste 2 avant de le généraliser. Nous, on avait, je vais même en donner 3 comme ça. La première vision, c'est ne pas avoir une vision seulement incrémentale, mais une vision, j'allais dire, jusqu'au bout du produit. C'est-à-dire être capable de dire on ne repousse pas le pot de ça, parce que c'est très facile de tenir des engagements sur un PI. Il est plus dur de le tenir, on va dire, sur la durée. Donc on doit travailler sur une vision, j'allais dire coût à terminaison, ou une vision à terminaison de notre produit, c'est-à-dire avoir une vision stratégique de notre produit, où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, il faut qu'on progresse sur ça. Un autre point, c'est, je vous ai dit qu'on était très externalisé, ça dépend des différentes entités, mais sur ces programmes-là, on est à quasiment 70% d'externalisation. Donc ça pose des questions sur les recrutements. Ça pose aussi des questions sur le fait de positionner un engagement sur les prestataires et de ne pas être seulement en engagement de moyens, mais aussi positionner des questions sur les engagements de résultats. Et le dernier point, pour faire très vite, c'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans l'entreprise, tout n'est pas safe, loin de là. Et on s'est aperçu qu'on avait des difficultés à travailler, qu'on a un train safe et je dirais par exemple, on a un legacy qui n'est pas en safe, qui attend, ou des impacts sur le legacy qui ne tournent pas en train safe. Donc là, on doit s'améliorer aussi, quand ce n'est pas encore la culture première de la structure de travailler sur l'agilité à l'échelle, sur les zones d'adhérence entre l'agilité à l'échelle et les autres modes de fonctionnement de la maison. En tout cas, merci, parce qu'on voit bien les problématiques que ça tire et que je pense qu'on partage tous. Peut-être Frédéric, alors soit tu réponds à cette question-là, mais autre question bonus, est-ce qu'on peut aussi dire que cette agilité à l'échelle est un vecteur pour attirer les talents dans nos organisations ? Alors, je vais te répondre très rapidement à cette deuxième question, parce que je pense que ça a été bien mieux dit à ma droite. Je pense que c'est important. Ça donne une image extérieure. Maintenant, il faut qu'on s'assure qu'une fois que les gens sont à l'intérieur, soit congruents, et que les pratiques qu'on met en place et la culture qui les sous-tend, donc la démarche, elle soit bien partagée. Mais clairement, je pense que ça a du sens, surtout pour... Je veux dire, quand on dit qu'on met du safe, c'est qu'on induit qu'on est quand même une structure d'une certaine taille. Honnêtement, si vous pouvez avoir une équipe autonome qui vit dans son coin, qui n'a pas besoin d'être en PI planning pendant 2 jours avec plein d'autres mondes parce qu'elle est autonome, c'est plus performant, c'est plus efficace, c'est plus sympathique pour tout le monde. Mais quand on a besoin de faire à une certaine échelle parce que nos systèmes nous l'imposent, c'est une solution qui donne envie quand même pour les gens qui ont envie. Après, on a aussi des gens qui ont envie d'être dans les toutes petites structures, et là, on les attirera pas. Peut-être juste pour revenir sur les prochaines étapes, je dirais que nous, et je pense que c'est une étape qui est intéressante à partager, je dirais que là où on lance des grands projets, des grands programmes, je dirais qu'il n'y a plus de doute dans la maison sur le fait de faire un train safe. Ce qu'on est en train d'essayer d'amener, c'est de partager le fait de dire, il y a des endroits où ça se fait, mais on peut aller plus loin. On pense programme, mais on peut penser produit. Et on peut avoir des périmètres où, alors que nous, on a une culture notamment budgétaire très projet, où on peut se dire, OK, on a des projets qui arrivent, mais n'empêche que telles équipes, par exemple, toutes les équipes, pour rester sur l'exemple donné au départ, qui tournent autour du crédit immobilier, qui font le moteur de crédit immo, qui font la vente en agence, qui font la vente en ligne, en fait, ils sont en train de collaborer, donc de faire des demandes de travaux en permanence. Sur 1, 2, 10, 20 projets dans l'année, peut-être qu'il y a un train à faire qui n'est pas un grand programme. Donc je pense que c'est cette évolution sur aller piocher dans les pratiques pour des choses encore plus pérennes que les programmes. Et pour info, c'est quelque chose qu'on a très vite ressenti des premiers programmes qu'on a lancés, qui tout de suite, quand vous livrez un incrémental, le côté je fais le projet, puis après je laisse la maintenance à quelqu'un d'autre, il n'a plus de sens, parce que vous êtes en permanence en train de faire bouger. Donc assez naturellement, on a repris la maintenance dans ce périmètre-là, et on avait lancé, je pense notamment à un train qu'on avait lancé, un programme qui couvrait 90% de l'activité d'un produit. Et honnêtement, au bout de 3 mois, tous les grands chefs ont dit non mais 100%, hein, on ramène le run, le budget qui va avec, et puis on traite tout ensemble, et c'est semblé évident. Et maintenant, on veut étendre cette démarche-là
Il y a une partie pragmatique dans la mise en place, en fait. Toujours. On n'y va pas pour être... on ne fait pas des trains pour des trains. On commence à faire du LPM. J'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin parce qu'on a touché un peu le doigt. Vous me faites envie. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre aussi, mais on ne le fait pas juste pour le principe de dire ça y est, j'ai coché les cases de Safe, quoi. On est beaucoup plus large. On veut être beaucoup plus pragmatique et parce qu'on sait la valeur qu'on va y trouver et donc ce qu'on peut laisser de côté. Eh bien, merci Frédéric. Et oui, mais oui, on a le temps. Merci. Moi, je voudrais dire un mot sur comment on fait les adhérences entre les trains et puis les organisations, les pans d'organisation qui ne sont pas en train, parce qu'on y a été énormément confrontés. Donc, aujourd'hui, on a transformé plus de 70% de la DSI en agile, pas que en safe, parce qu'on voit aussi que ce soit avec nos services RH, nos services support, qu'ils peuvent basculer en Kanban. Qui est un autre modèle agile. Hein. Ils peuvent aussi basculer dans des modèles de shared services. Et donc finalement, c'est aussi un intérêt de Safe, c'est qu'on arrive à le plugger. Je suis désolée, je ne trouve pas le terme en français. À le connecter, merci. Donc entre des trains et des groupes qui ne sont pas en train, mais qui sont aussi en agile. Et pour les talents, en fait, je pense que c'est l'inverse. C'est pas que l'agilité attire les talents. C'est qu'en fait, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché aujourd'hui, elles sont plus naturellement câblées dans un modèle qui est conforme à l'agilité. Et donc, elles se retrouvent plus facilement dans des entreprises qui ont basculé en agile. Parce que si on bascule en agile avec un RTE qui continue de fouetter les PM et les PO, vous attirerez pas plus de talents qu'en restant en cycle en V. Donc globalement, je pense que c'est aussi une question de reconnaissance. Quand on arrive dans une entreprise, on travaille avec beaucoup d'alternants, donc avec des jeunes qui arrivent chez nous et qui en fait sont rassurés par les modèles agiles, parce qu'il y a un plateau, parce qu'ils ne se sentent pas seuls et abandonnés, et parce qu'en fait, ils sont dans un collectif apprenant. Merci, et puis je pense que de ce que j'ai pu entendre de vous trois, je vois que des fois il y a des sujets où on n'est pas d'accord. J'ai l'impression que cette agilité à l'échelle, ça tire le consensus et ça aligne vraiment vos visions et tout ce que vous avez pu nous dire. Sur les métiers de demain, je vous encourage à venir demain parce qu'il y a une journée recrutement. Je le dis à la fois pour l'URSSAF, PPCESI et nous, pour IMSA, pardon. Et cette journée de demain, en fait, il y a des tables rondes justement sur les métiers de demain, sur ce qui attire les talents, etc. Donc, je vous encourage à venir les voir. Vous remerciez Marie-Bénédicte, Frédéric et Jérôme pour cette table ronde. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup.